Faut vraiment se représenter la scène un instant parce que, honnêtement, ça a tous les ressorts dramatiques d'un film hollywoodien. Sauf que c'est tragiquement réel. Ouais, c'est une histoire vraie, de A à Z. Exactement. On est en 1999. Un jeune homme d'à peine 20 ans rentre chez lui après ce qui s'apparente à la soirée la plus mémorable de son existence. Le sommet de sa gloire, quoi. C'est ça. Il est au sommet absolu de sa jeune carrière. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs commerciaux d'une boîte qui génère des millions. Il vient tout juste d'avoir une standing ovation pour un discours enflammé. Et là, il file sur l'autoroute à plus de 110 km/h au volant de sa Mustang blanche flambant neuve. La belle vie. La vie est littéralement parfaite selon ses propres mots. Et puis, la seconde après, c'est le néant absolu. C'est un basculement total. D'une brutalité, inimaginable. Les sources qu'on analyse aujourd'hui pour notre exploration approfondie, elles décrivent cet instant avec une précision chirurgicale. Et c'est glaçant. Ah, j'en avais des frissons en lisant. Tu m'étonnes? Un conducteur ivre, qui roule à contresens à près de 130 km/h dans un énorme pick-up, vient percuter la Mustang de plein fouet. La physique d'un tel choc, c'est terrifiant. Le métal se tord instantanément. Le crâne du jeune homme est fendu, son bassin est littéralement brisé en 3 parties distinctes. Ah, purée. Ouais, on parle de 11 os fracturés au total. Des blessures qui relèvent presque de la médecine de guerre pour le coup. Et quand on lit le dossier médical, c'est un miracle statistique qu'il ait même survécu à l'impact initial, en fait. Et d'ailleurs, techniquement parlant, il n'a pas survécu sur le coup. Non, son cœur s'est arrêté. Sous la violence du choc, son corps lâche, sa pression artérielle s'effondre et il fait un arrêt cardiaque massif. On parle de 6 minutes entières. 6 longues minutes de mort clinique étalées sur le bitume. Il faut se rendre compte, 6 minutes sans oxygène pour le cerveau. Exactement. Et quand les secours arrivent à le réanimer et qu'il sort finalement du coma plusieurs jours plus tard, le verdict des médecins tombe comme un coup près. Des lésions cérébrales irréversibles et la certitude scientifique affirmée par les meilleurs spécialistes qu'il ne remarchera jamais. Le diagnostic implacable. Fin de l'histoire, on pourrait se dire. La tragédie absolue qui fauche un destin prometteur. Mais non. Sauf que la réalité a déjoué absolument tous les pronostics. Cet homme, Al Elrod, ne s'est pas du tout contenté de réapprendre à marcher. Les documents nous montrent qu'il est devenu un ultramarathonien accompli, un entrepreneur florissant et l'auteur d'une méthode de développement personnel révolutionnaire. Une méthode adoptée par des millions de personnes, d'ailleurs. C'est ça, et c'est précisément ce grand écart vertigineux, cette résilience qui défie toute logique, qui motive notre analyse d'aujourd'hui. Exactement, parce que l'objectif de notre plongeon dans ces sources, c'est absolument pas de s'attarder sur l'horreur graphique de l'accident, on va pas faire dans le voyeurisme, hein. Non, pas du tout. La mission, c'est de comprendre la philosophie radicale et honnêtement presque contre-intuitive qui a émergé de tout ça. Comment un être humain passe du fond d'un lit d'hôpital brisé en 1000 morceaux à ce que les textes appellent une réussite de niveau 10 ? Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Comment une tragédie d'une telle ampleur a-t-elle pu donner naissance à une méthodologie entière qui est fondamentalement construite autour de la façon dont on règle son réveil le matin ? Le saut logique semble démesuré, non ? Ouais, c'est vrai qu'au premier abord, le lien entre un accident mortel et l'heure du réveil, ça semble complètement abstrait. On cherche un peu le rapport. En fait, ça repose sur un diagnostic psychologique d'une lucidité redoutable sur notre condition humaine. Pour comprendre pourquoi le matin est devenu son obsession, il faut d'abord poser le regard sur le problème fondamental. C'est ce fameux décalage, cette dissonance cognitive permanente entre la vie qu'on mène au quotidien, un peu par défaut, et la vie qu'on désire secrètement mener. À l'idéal contre la réalité. C'est ça. Le concept central ici, c'est cette fameuse échelle d'évaluation de 1 à 10. Ah oui, l'idée que tout le monde, peu importe d'où on vient, veut décrocher un 10 sur 10. Et c'est logique quand on y pense. Personne n'a jamais formulé le souhait d'avoir une vie médiocre. Précisément. Personne ne se lève en se disant « je me contenterai bien d'un petit 5 sur 10 pour mon état de santé aujourd'hui » ou bien « une relation de couple à 4 sur 10, ça me va très bien pour les 40 prochaines années ». Elle tend vers le surendettement, le surpoids, l'insatisfaction professionnelle et une forme de dépression latente. C'est lourd comme constat. Très lourd. Et l'auteur explique que c'est face à ça qu'il a eu un vrai électrochoc, en écoutant une conférence de Jim Rohn. Ah, Jim Rohn, une référence absolue. Il a prononcé une phrase pivot qui a tout changé pour lui. Je cite la source, en substance, « Notre niveau de succès dépassera rarement notre niveau d'épanouissement personnel. Car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. » Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
parce que cette simple phrase, elle change intégralement notre perspective sur l'effort. Totalement. Si on y réfléchit, on passe un temps infini à courir après le succès extérieur. L'argent, le statut, les possessions, comme si on essayait d'attraper des papillons avec un filet. C'est une belle image. J'aime bien utiliser une autre métaphore très simple pour visualiser la mécanique. C'est comme si on essayait désespérément de verser 10 litres d'eau dans un seau qui peut physiquement en contenir que 4. Ah oui, ça va forcément coincer. L'eau, c'est le succès, la richesse, la santé de fer, mais le développement personnel, le travail quotidien sur soi, c'est la taille du seau. On ne peut pas retenir un succès de niveau 10 si à l'intérieur on est resté une personne de niveau 4. Ça va inévitablement déborder et se perdre. C'est imparable comme logique. Du coup, la question qui brûle les lèvres de ceux qui nous écoutent, j'en suis sûre, c'est comment on fait concrètement pour agrandir ce seau. Ce qui est fascinant ici, c'est cette puissante notion de miroir. Les sources insistent lourdement là-dessus. Notre monde extérieur sera toujours inexorablement le reflet direct de notre univers intérieur. Le fameux reflet. Les circonstances de la vie s'alignent naturellement sur notre niveau de développement personnel. Donc, pour que la situation financière ou physique s'améliore, il est impératif que l'individu s'améliore lui-même en premier lieu. C'est un peu brutal comme équation, non ? Ça laisse pas de place aux excuses. Aucune excuse, ouais. Mais en même temps, c'est profondément libérateur. On ne peut pas changer durablement l'extérieur, le palpable, sans transformer l'intérieur, l'impalpable, au préalable. Je suis d'accord, c'est une idée ultra puissante, mais ça soulève une contradiction monumentale qu'il faut absolument qu'on aborde. Laquelle ? Si cette théorie du niveau 10 et ce concept de miroir intérieur et extérieur sont d'une telle évidence logique, pourquoi l'immense majorité des gens échouent si lamentablement à l'appliquer ? C'est la question à 1 million. C'est ce qui nous amène à analyser de très près ces fameux freins invisibles, tu vois, ceux qui paralysent notre quotidien, parce que les sources mettent en lumière des statistiques qui font froid dans le dos quand on prend la peine de les regarder en face. En effet, les chiffres issus de la sécurité sociale américaine cités dans le document sont d'une clarté glaçante. Faut imaginer un échantillon de 100 personnes qu'on suit tout au long de leur carrière sur 40 ans. D'accord, 100 personnes sur 40 ans. Le bilan au moment de la retraite est catastrophique. Sur ces 100 personnes, seule une sera riche. 4 seront à l'abri des soucis financiers. Et les 95 autres... Attends, ça veut dire 95 personnes sur 100. C'est un taux d'échec monumental. Exactement. 95% continueront de lutter âprement. Elles seront décédées, totalement fauchées ou obligées de dépendre financièrement de leurs proches ou de l'État pour survivre. C'est vertigineux. C'est le constat de ce que l'auteur appelle le club des 95%. Et les sources identifient des causes systémiques très précises pour expliquer cette médiocrité généralisée. Et c'est quoi la cause principale ? La première, c'est un manque dramatique de sentiment d'urgence. C'est cette maladie de l'esprit qu'on pourrait appeler le syndrome du « un jour peut-être ». L'illusion tenace qu'on a tout notre temps, que la vie s'arrangera d'elle-même, par magie, l'année prochaine ou au prochain job. Ah oui, le classique, je m'y mettrai lundi. Et la seconde cause, je présume qu'elle s'imbrique là-dedans. Tout à fait. C'est notre fâcheuse habitude d'isoler les incidents. Notre cerveau, il est programmé pour rationaliser, tu vois. On se dit qu'une petite mauvaise décision aujourd'hui n'a aucun impact réel sur notre avenir à long terme. Genre sauter une séance de sport ou manger un fast-food. Voilà. On perçoit ça comme un événement isolé, dans une bulle temporelle. Pas comme le renforcement d'une identité globale de laisser aller. Bon, allez, je vais faire l'avocate du diable un instant. Je joue la sceptique de service, mais quand on décortique la méthode, on voit bien que l'ennemi public numéro 1, la cible, c'est le bouton répétition du réveil, le fameux snooze. Ah, le bouton snooze. Mais soyons hyper réalistes, tout le monde appuie sur ce bouton. C'est presque un réflexe de survie dans notre société fatiguée. Ce n'est quand même pas un aller simple et direct pour le club des 95%. On parle de 10 petites minutes de sommeil en plus, c'est anodin. C'est certainement pas un choix de vie dramatique qui va condamner quelqu'un à la banqueroute. Si ? C'est l'argument classique qu'on entend tout le temps. Mais si on relie ça à une vision plus globale, le raisonnement des sources est d'une logique redoutable. Il s'attaque précisément à cette banalisation du snooze. En quel sens ? Retarder le réveil, c'est absolument pas un incident isolé, c'est là tout le piège cognitif. Le texte explique avec beaucoup de finesse que c'est en réalité le tout premier acte de résistance face à sa propre existence. Ouh là, résistance à l'existence carrément ? Ben ouais.
Quand le réveil sonne et que la première décision consciente de la journée, c'est de le repousser, on déclare inconsciemment à l'univers un message clair. On programme son subconscient, en fait. Exactement. Le message, c'est « Je préfère rester inconscient plutôt que d'affronter ma propre réalité ». C'est un message de défaite capitulaire d'envoyer dès la première seconde de la journée. C'est fort de voir ça comme ça. En isolant l'incident, en se répétant « c'est que ce matin, j'ai mal dormi », on occulte complètement le fait qu'on effrite méthodiquement la discipline même requise pour devenir cette personne de niveau 10. En fait, c'est l'illustration la plus pure de l'adage qui dit que la façon dont on fait une petite chose est la façon dont on fait absolument tout le reste. C'est tout à fait ça. Si on commence à négocier avec soi-même sur l'heure du réveil, bien au chaud sous la couette, on va inévitablement négocier sur l'intensité de sa séance de sport, sur l'ambition de ses projets, sur les efforts dans son couple. Le compromis envers soi-même devient la norme de fonctionnement. Alors, puisque le simple fait d'appuyer sur ce bouton symbolise une résistance fondamentale à la vie, la solution logique proposée, c'est de prendre le problème à la racine. Transformer l'acte du réveil pour qu'il devienne proactif, intentionnel et même farouchement enthousiaste. C'est le cœur absolu du remède. La méthode insiste sur un impératif non négociable. Il faut consacrer un temps sanctuarisé à son propre développement personnel, et ce, avant que le monde extérieur ne prenne le contrôle. Avant les emails, les urgences, les crises. Exactement. La majorité écrasante des gens se lève en mode réaction. Ils sont déjà en retard, déjà stressés. L'idée ici, c'est de se créer un sas, un sanctuaire dès l'aube, pour travailler sur ce fameux saut dont on parlait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Il ne s'agit pas juste d'ouvrir les yeux plus tôt et de fixer le plafond dans le noir. Sûrement pas. Les sources détaillent une véritable boîte à outils. Et on ne va pas en faire une liste exhaustive parce que l'idée, c'est pas d'empiler des tâches, mais plutôt de voir ça comme accorder minutieusement un instrument de musique avant de monter sur scène. J'aime beaucoup cette métaphore de l'instrument. Mais si on ne prend pas le temps de régler chaque corde dans le silence des coulisses, toute la symphonie de la journée sonnera faux, peu importe l'énergie qu'on y met. Alors, comment on l'accorde cet instrument? D'abord, par le silence, justement. Ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est une vraie technologie de réduction du stress. Physiologiquement, le matin, le cortisol, l'hormone du stress, est très élevé. Si on ajoute une alarme violente et les notifications anxiogènes, on commence en alerte maximale. On court déjà dans tous les sens. Le silence intentionnel, que ce soit par la méditation ou la respiration, permet de baisser la pression et de commencer avec une page mentale blanche. Ce qui prépare le terrain pour l'étape suivante qui consiste à utiliser des affirmations. Et là, j'avoue que ça peut faire grincer des dents certains esprits rationnels, non? L'idée de se tenir devant un miroir pour se dire « je suis formidable », ça a un côté pensée magique, un peu naïf. C'est une objection hyper fréquente. Mais les sources expliquent que la mécanique derrière, ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Le but n'est pas de se mentir. Il s'agit de reprogrammer consciemment notre dialogue interne. Comment ça marche concrètement? Le cerveau possède un système réticulaire activateur qui filtre la réalité selon nos croyances. Si on se répète qu'on est fatigué, le cerveau cherche des preuves pour valider ça. Les affirmations doivent être hyper spécifiques. Elles rappellent nos vrais objectifs et les actions concrètes pour y arriver. C'est une reprogrammation identitaire. D'accord, un conditionnement mental actif, qui se marie bien avec la visualisation d'ailleurs, un truc très connu chez les sportifs de haut niveau. Absolument. Les athlètes visualisent la course parfaite avant même de chausser leurs crampons. Là, c'est pareil, on s'imagine réussir les tâches de la journée en ressentant la satisfaction associée. Le cerveau fait pas trop la différence entre une image vivement imaginée et la réalité. Et ensuite, il faut bien réveiller la machine physique, donc un peu d'exercice. Pas besoin de préparer un semi-marathon à 6 h du matin, on est d'accord, hein? Ah non, pas du tout. L'objectif est physiologique. Faire circuler le sang, oxygéner le cerveau, quelques pompes, un peu de yoga, ça libère des endorphines et ça balaye le brouillard mental du réveil. On réveille le cerveau par le mouvement. C'est ça. Et après, on nourrit l'esprit avec la lecture. Oh, la lecture, c'est peut-être le plus grand raccourci vers le succès humain. L'idée que, quelle que soit notre difficulté, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu, a résolu le problème et a écrit un livre dessus. C'est télécharger une vie d'expérience en quelques minutes. C'est le moyen le plus direct d'agrandir notre sceau. Et pour finir, on externalise la charge mentale en écrivant, en tenant un journal. C'est ce qui permet de vider la mémoire vive du cerveau. Quand on rassemble tout ça, le silence, les affirmations, le mouvement, la lecture, on réalise que c'est surtout pas une contrainte de plus, c'est le moment privilégié pour bâtir ses fondations.
Exactement. Les textes utilisent d'ailleurs une image super forte pour décrire l'état d'esprit visé par toute cette pratique. Retrouver la sensation du matin de Noël, de notre enfance. Ah, ce moment magique. On a tous en tête cette excitation pure, le moment où on avait tellement hâte de jeter la couette pour découvrir ce que la journée nous réservait. L'objectif ultime, c'est d'appliquer cette énergie débordante à un simple mardi matin ordinaire en plein mois de novembre. C'est un sacré changement de paradigme. Cette méthode, c'est pas un énième hack de productivité aveugle pour cocher des cases. C'est une stratégie philosophique pour reprendre le contrôle de son esprit. C'est vraiment la distinction fondamentale qu'il faut opérer. Il ne s'agit pas de devenir une machine obnubilée par la performance, mais de se transformer en profondeur. L'auteur est transparent, hein, c'est inconfortable au début. L'inertie des vieilles habitudes est forte. C'est pour ça qu'il évoque l'importance d'un défi de 30 jours, pour franchir le cap de la résistance. Faut forcer un peu la machine au départ. Oui, mais la promesse est immense. En modifiant l'aube d'une journée de manière intentionnelle, on modifie imperceptiblement la trajectoire d'une vie entière. On cesse d'être la victime passive des circonstances pour devenir l'architecte de sa propre réalité. Et ça nous ramène magnifiquement à la grande leçon majestueuse qui traverse toute cette exploration. Si notre situation actuelle n'est que le résultat cumulé de la personne qu'on était hier, avec toutes ses peurs et ses résistances, alors la vie qu'on connaîtra demain, ce fameux futur de niveau 10 auquel on aspire, dépend entièrement de la personne qu'on décide de devenir à partir de ce matin précis, avant même que le soleil ne se lève. Ça invite à une introspection d'une rare intensité. Et pour nourrir cette réflexion de ceux qui nous écoutent, pour clore notre analyse, voici une pensée provocatrice à laisser mûrir. Je t'écoute. Si quelqu'un analysait secrètement vos habitudes matinales d'aujourd'hui, dans leurs moindres détails, quelle note sur 10 donnerait-il objectivement à votre venir prochain? Une question qui donne vraiment le vertige et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.